Chapitre 6. 15 jours avaient passé sans que Lucas ne donne signe de vie. Exupère, philosophe, finit par penser que son ami devait filer le parfait amour avec sa Dulcinée. Et pourquoi pas d'ailleurs? Exupère n'avait-il pas, lui aussi, qu'une chose, ou plutôt qu'une personne en tête, une certaine demoiselle qui venait de province? Ce matin même, un mot de Basile l'avait averti que Charles de Sévigné était attendu à Paris d'un moment à l'autre. Le futur garde du corps avait aussitôt couru, rue de Vaugirard, pour prendre des ordres. Enfin, il avait couru un peu pour prendre des ordres et beaucoup pour rencontrer Camille. En fait, il y était allé chaque jour, et il en avait profité pour épier la jeune fille, la suivant à l'église ou chez les commerçants. Il ne se lassait pas de voir son visage, de contempler son sourire, de détailler sa jolie silhouette. Puis, il se rendait chez la comtesse pour l'apercevoir encore, avec, comme seul prétexte, de prendre des nouvelles des dames de la maison. C'était bien mince comme excuse, même si Exupère avait été ému par le visage en larmes de la marquise de Sévigné. À vrai dire, il était à présent persuadé que les grandes dames avaient, plus que les femmes du peuple, des états de langueur, des vapeurs, ainsi qu'une étrange tendance à pleurer pour des riens. Son père, à qui il en parla un soir, lui affirma « C'est la faute du thé, du café, du chocolat qu'elles boivent. Ces épices du bout du monde te ramollissent l'âme plus vite qu'une puce saute sur le dos d'un chien. Je t'interdis bien d'en prendre si on t'en offre. » Par chance, Camille semblait moins ramollie que les autres, et justement, la voilà qui apparaissait dans l'antichambre. La jeune fille était ravissante, avec ses anglaises brunes, bien sages, attachées de part et d'autre de son visage par des rubans rouges. Ses beaux yeux gris et ses joues étaient sans fard. Mais elle n'en avait nul besoin. Sa peau était naturellement claire, ses cils longs et ses sourcils fins et bien dessinés. La robe bleue qu'elle portait lui faisait la taille souple et mince. Elle avançait de sa démarche gracieuse, elle avançait vers lui. « Tudieu !» jura tout bas Exupère en la mangeant des yeux. Il n'y connaissait pas grand-chose en matière de mode féminine, mais il appréciait la sobriété de sa tenue. Sa jupe de dessus s'ouvrait en manteau sur une jupe de dessous à fine rayure. Camille portait aussi un joli col bordé de dentelle qui cachait pudiquement son décolleté, et elle avait égayé son corsage de nœuds de ruban rouge. L'antichambre était vide, autant en profiter. « Mademoiselle Camille » appela Exupère. Camille rentra la tête dans les épaules. Pendant un instant, Exupère pensa qu'elle allait faire demi-tour. Mais elle se ravisa, et c'est le menton haut qu'elle lui lança. « Monsieur ?» La demoiselle n'avait pas l'air ravie. Pire, elle paraissait même franchement contrariée. « Je voulais juste prendre des nouvelles de votre santé. Elle est très bonne, monsieur. Est-ce tout ?» La statue de la vertu offensée n'aurait pas mieux parlé. Elle avait lancé ces mots du bout des lèvres, avec un rien de condescendance. Croyait-elle s'adresser à un domestique? Elle s'apprêtait déjà à partir, il fallait qu'il la retienne. Quelle erreur avait-il donc commise pour qu'elle le traite si durement? « Et vous, tenta-t-il, vous ne me demandez pas comment je vais? » « Non. » Un mot. Elle ne dit qu'un mot, mais il avait le mérite d'être clair. Pourtant, Exupère s'obstina. Pourquoi donc? Cela se fait entre gens de bonne compagnie. Il regretta d'avoir posé la question lorsqu'elle répondit d'une voix froide. « Parce que votre santé ne m'intéresse pas et que vous n'êtes pas d'une bonne compagnie. Et je vous prierai dorénavant, monsieur, de ne plus chercher à me suivre, cela m'indispose. »« Moi? Vous suivre ?» mentit aussitôt Exupère, vexé sur le même ton hautain. « Pourquoi vous suivrais-je? Vous rêvez, mademoiselle. Vous affirmez que je rêve, s'étouffa Camille. Vous êtes bien prétentieux, monsieur. Je vous ai vu, vous dis-je. Cela me prouve que j'avais raison. Vous n'êtes qu'un belâtre en quête de galanterie. Et vous, une pain-bêche, quand je pense que je voulais vous proposer une promenade au Luxembourg. Au Luxembourg? Et puis quoi encore? Je ne suis pas celle que vous croyez. Oh, que si. J'ai du mal à l'admettre, mais vous êtes une vraie mijaurée. Et vous, un plumet, un mirlifort. Qu'est-ce encore? Des gros mots de gens de lettres? Ce n'est pas parce que vous êtes joli garçon qu'il faut vous permettre des familiarités, grossier personnage. Des familiarités, moi? S'emporta Exupère. Et vous-même qui jouez les aguicheuses avec vos fanfreluches et vos airs de Sainte-Nitouche? Camille devient aussi rouge que les nœuds de son corsage. Des « oh » d'indignation semblaient se bousculer sur ses lèvres sans toutefois parvenir à sortir, tant elle était furieuse. Un raclement de gorge les fit se retourner. Basile les observait, bras croisés. « On vous entend depuis les cuisines. Voulez-vous donc déranger madame et ses invités ?» dit-il en faisant les gros yeux. « Tu as raison, mon oncle, reconnut Exupère de mauvaise grâce. Nous reprendrons cette discussion ailleurs,
car je n'ai pas dit mon dernier mot. Eh bien, moi si, monsieur, adieu. Les yeux de Camille lançaient des éclairs. Elle ouvrit la porte et disparut dans les appartements de la comtesse. J'étais venue pour te voir, expliqua Exupère, une fois seule avec le maître d'hôtel. À cause de l'arrivée du jeune marquis, évidemment. Comment en douter, ricana son oncle. Et tu t'es trouvé par hasard dans l'antichambre de madame la comtesse à attendre Camille. Je t'ai dit de laisser cette petite tranquille. Mais mon oncle, pouvais-je imaginer qu'elle allait se transformer en furie? Je lui ai juste demandé de ses nouvelles. En te pavanant comme un paon qui fait la roue, quelle est cette odeur? Tu pues la fille des rues, mon neveu. Pourtant, le colporteur qui avait vendu ce parfum à Exupère lui avait affirmé qu'on ne faisait rien de mieux à la cour. Cela lui rappela que Lucas avait fait la même chose. Voilà 15 jours que son ami avait disparu. C'était pour avoir l'air comme il faut, pour ne pas te faire honte, expliqua le garçon d'un ton faussement candide. Je voulais savoir si madame la marquise était là pour lui parler de son fils. Tu mens si bien, mon neveu, fit en souriant Basile, que, pour un peu, je te croirais. Viens, suis-moi. Il ne mentait pas si bien que ça, puisque Camille, elle, ne l'avait pas cru. Après avoir traversé une longue galerie pourvue de sièges, ils passèrent dans un joli cabinet décoré en rouge, puis dans un autre décoré en vert. Exupère siffla entre ses dents, impressionné. 2 fauteuils recouverts de damas vert se trouvaient près de la cheminée, ainsi qu'un lit de repos à la courte pointe frangée d'or. Sur la table étaient posées des coupes de porcelaine. Au mur, tapissé de verre, étaient pendus de jolis tableaux ovales et des miroirs de Venise. Enfin, il y avait un secrétaire, meuble étrange pour une femme, pensa Exupère. Il était encombré de nombreux papiers. Pas si étrange que cela, se reprit Exupère, puisque cette grande dame se piquait de pratiquer les belles lettres. Oui, fit tout bas Basile, madame écrit. Pas seulement des lettres ou des poèmes, non, des romans. Exupère le regarda avec étonnement. Il n'avait jamais entendu dire que des femmes écrivaient des livres. Cette occupation était réservée aux hommes. Mais si cela amusait la comtesse de Lafayette d'inventer des histoires, libre à elle. Madame de Sévigné est ici, fit Basile. Tu lui parleras tout à l'heure. Regarde bien, ajouta-t-il en entr'ouvrant la porte de la chambre de sa maîtresse. Voilà ce qui s'appelle un vrai salon. Nous avons aujourd'hui l'évêque de Condom, Bossuet, qui est depuis peu le précepteur du jeune dauphin. À sa gauche, madame Scarron, une jeune veuve bien gentille, puis madame de Sévigné. Ensuite, la vieille chose très laide, fardée de blanc, c'est mademoiselle de Scudéry. Tu vois, l'homme âgé au front dégarni, qui porte une calotte? C'est le grand Pierre Corneille, en personne. Après, il y a monsieur de la Rochefoucauld, un duc et pair de France. Cette noble assistance discute depuis 1 heure. Et cela discute de quoi? Demanda Exupère, qui, à vrai dire, s'en moquait éperdument. Il n'avait Dieu que pour Camille, assise près de la fenêtre à quelques pas de la comtesse. Elle tirait l'aiguille, le visage penché sur sa broderie. Cela discute des hautes choses de l'esprit. Écoute. Ah, les contes de monsieur de La Fontaine, disait madame de Lafayette. Une merveille que ces contes, fit monsieur Corneille. Dieu, quel bon poète! Mais ces contes sont fort coquins, mesdames. Ils ne sont pas à mettre devant tous les yeux. La Fontaine vient d'obtenir le droit de publier 8 nouvelles fables, commenta à son tour monsieur de la Rochefoucauld. Quelle chance! S'écria madame de Sévigné. J'adore monsieur de La Fontaine. Je m'en vais les envoyer à ma fille, en Provence. Seigneur, je suis si inquiète. Savez-vous qu'elle doit traverser le Rhône? Ce fleuve est si dangereux. Quelle aventure! J'en frémis. Vous ne le saviez pas? Non, vraiment? J'ai justement là sa dernière lettre. Je m'en vais vous la lire.